Elle est arrivée pieds nus au domaine d'un veuf, et il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est agenouillé, a mesuré ses pieds avec un ruban de tissu, et a ordonné au sellier de lui confectionner des chaussures en cuir véritable. Pouvez-vous imaginer ce que signifie recevoir de la dignité quand tout ce que vous avez connu ces derniers jours n'était que désespoir et douleur? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne française en mars 1928, lorsqu'un simple geste a changé le destin de deux âmes marquées par la perte. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez le nom de votre ville et de votre région. J'adore savoir que ces histoires d'autrefois atteignent tant d'endroits différents. Et si vous aimez, laissez votre « j'aime » pour que plus de personnes puissent découvrir cette histoire incroyable. Allons-y. Les pieds d'Hélène Mercier saignaient lorsqu'elle aperçut pour la première fois les grilles du domaine de Valcèdre. Il était 3 heures de l'après-midi, un dimanche chaud de mars, et elle avait marché pendant 3 jours entiers sur les chemins de terre battus qui traversaient la campagne. Ses pieds nus laissaient de petites taches sombres sur le sol poussiéreux, un mélange de sang séché et de terre qui s'accumulait à chaque pas. Elle avait 20 ans, mais à ce moment-là, elle semblait porter le poids d'une vie entière sur ses épaules voûtées par l'épuisement. Hélène s'arrêta devant les hauts portails en bois sculptés, si imposants qu'ils projetaient de longues ombres sur elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'appuyait contre le pilier de la clôture, tentant de reprendre son souffle. La robe en cotonnade bleue qu'elle portait, la seule qu'elle possédait désormais, était déchirée à l'ourlet et couverte de poussière. Ses cheveux châtains, que sa mère peignait toujours avec tant de soin, tombaient en désordre sur ses épaules. Elle ferma les yeux un instant, sentant le soleil chaud sur son dos et le goût de sel sur ses lèvres gercées. La dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose de consistant remontait à plus d'1 jour. La dernière fois qu'elle avait dormi dans un lit, cela faisait presque 1 semaine. La fumée persistait encore dans sa mémoire. Hélène pouvait en sentir l'odeur même ici, à des kilomètres de la petite métairie où elle était née et avait grandi. Le feu avait commencé à l'aube d'un jeudi, par une nuit sans vent et sans avertissement. Elle s'était réveillée avec l'odeur âcre du bois brûlé et les cris désespérés de son père. Lorsqu'elle réussit à sortir de la maison, étouffée par la fumée noire qui remplissait chaque pièce, elle vit les flammes tout consumées à une vitesse terrifiante. La maison, le petit hangar où il gardait les outils, le potager que sa mère cultivait avec tant d'amour, le poulailler où Hélène ramassait les œufs chaque matin. Son père, René Mercier, avait couru de nouveau à l'intérieur de la maison en flammes. Sa mère, à lui, la grand-mère Catherine, dormait dans la chambre du fond et avait des difficultés à se déplacer à cause d'une ancienne chute. Hélène pouvait encore entendre la voix de son père criant qu'il reviendrait vite, qu'il prendrait la grand-mère et sortirait rapidement. Mais la structure en vieux bois, desséchée par des années de fort soleil, céda dans un fracas assourdissant. Le toit s'effondra, soulevant un nuage de braise qui montèrent vers le ciel comme des étoiles sinistres. Hélène hurla jusqu'à en perdre la voix, tenta d'entrer, mais la chaleur était un mur solide qui la repoussait. Des voisins venus aider la retinrent, l'empêchant de se jeter dans les flammes. Lorsque le feu s'éteignit enfin au lever du jour, il ne restait plus rien. On retrouva les corps de René et de la grand-mère Catherine parmi les décombres fumants. La mère d'Hélène, Amélie, avait réussi à sortir de la maison, mais la fumée qu'elle avait inhalée durant ces minutes de désespoir avait endommagé ses poumons de manière irréversible. Elle survécut 3 jours sur un lit improvisé chez un voisin, toussant du sang et murmurant des mots qu'Hélène ne parvenait pas à comprendre. Le lundi matin, Amélie serra la main de sa fille avec une force surprenante pour quelqu'un de si faible, la regarda dans ses yeux verts qui étaient identiques aux siens, et dit seulement 2 mots avant de fermer les yeux pour la dernière fois. « Trouve Auguste ». Hélène ne comprit pas immédiatement. Son esprit était embrumé par la douleur, l'épuisement, le choc d'avoir tout et tout le monde perdu en quelques jours.
Mais plus tard, quand les voisins se cotisèrent pour enterrer les 3 corps dans le cimetière du petit village, une vieille dame lui expliqua. Auguste Ferrier était le propriétaire du domaine de Val-Cèdre, la plus grande propriété de la région. Le père d'Hélène, René, y avait travaillé pendant de nombreuses années comme régisseur avant de réussir à acheter son propre lopin de terre et de tenter une vie indépendante. C'était il y a presque 15 ans, mais René parlait toujours en bien de son ancien patron. Il disait qu'Auguste était un homme juste, qui payait en temps et en heure et traitait ses ouvriers avec respect. Avec seulement les vêtements qu'elle avait sur le dos et quelques pièces que les voisins lui avaient données par pitié, Hélène prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle n'avait plus de famille en vie. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait rien d'autre que le souvenir des dernières paroles de sa mère. « Trouve Auguste ». Alors, elle commença à marcher. Le domaine de Val-Cèdre se trouvait à 3 jours de marche, en suivant les routes qui traversaient les champs de blé et les pâturages ouverts où le bétail paissait paresseusement sous le soleil. Hélène marcha toute la première journée sans s'arrêter, mue par une détermination presque furieuse. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait survivre, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de ceux qu'elle avait perdus. Le 2e jour, ses pieds commencèrent à saigner. Les vieilles chaussures qu'elle portait le jour de l'incendie étaient restées derrière, perdues dans la confusion. Elle était pieds nus et le chemin de terre battu était impitoyable. Pierres tranchantes, brindilles, la chaleur du sol sous le soleil de midi. Hélène sentait chaque blessure s'ouvrir sous la plante de ses pieds, mais elle continuait d'avancer. Elle s'arrêta seulement pour boire de l'eau d'un ruisseau et se reposer quelques heures sous un grand chêne. La faim était une présence constante, une douleur sourde dans l'estomac qu'elle essayait d'ignorer. Elle réussit à manger quelques baies sauvages qu'elle reconnut grâce aux leçons de sa mère sur les plantes, mais ce n'était pas suffisant. Le 3e jour, Hélène était à bout. Chaque pas était une agonie. Ses pieds saignaient ouvertement maintenant, laissant des marques sur le sol. Le vertige de la faim la faisait trébucher occasionnellement. Le soleil semblait plus cruel, plus inclément. Mais alors, au milieu de l'après-midi, elle vit les grilles, grandes, imposantes, avec le nom « Domaine de Val-Cèdre » gravé sur une plaque de bois sombre. Hélène sentit quelque chose se briser en elle. Elle ne savait pas si c'était du soulagement, de l'espoir, ou simplement le dernier vestige de force qui s'évaporait. Elle était arrivée. Maintenant, elle devait juste trouver le courage de frapper à ce portail et de demander de l'aide. Elle prit une profonde inspiration, redressa ses épaules autant que l'épuisement le permettait, et poussa la grille qui, heureusement, n'était pas verrouillée. Elle gémit sur ses gonds rouillés, s'ouvrant pour révéler une allée bordée d'immenses cèdres qui donnaient son nom au domaine. Leurs branches formaient un corridor ombragé, et Hélène ressentit un peu de soulagement en quittant le soleil brûlant. Le manoir apparut au bout de l'allée. C'était une vaste construction de 2 étages, aux murs de pierre blanche et aux toits d'ardoise. De larges terrasses entouraient le rez-de-chaussée avec des colonnes de bois travaillées et des chaises de jardin vides. Il y avait des fleurs plantées dans des massifs bien entretenus autour de la maison, et Hélène put voir au loin les granges, les étables, les petites maisons où vivaient probablement les métayers. Elle monta les marches du perron lentement, chaque mouvement étant une torture pour ses pieds blessés. La porte principale était en chêne massif, avec des détails en fer forgé. Hélène leva une main tremblante et frappa 3 fois. Le son résonna de l'autre côté. Puis, il y eut le silence. Elle attendit, sentant son cœur battre la chamade. Peut-être n'y avait-il personne à la maison, peut-être était-elle venue jusqu'ici pour rien. Mais alors, elle entendit des pas s'approcher, fermes et mesurés. La porte s'ouvrit, révélant un homme grand, aux épaules larges. Auguste Ferrier avait 38 ans, mais en paraissait davantage. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes, et il y avait des rides profondes autour de ses yeux noisettes qui suggéraient une inquiétude constante ou une tristesse ancienne.
Il portait un pantalon de toile épaisse et une chemise en coton aux manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras bronzés et forts. Ses yeux parcoururent Hélène de la tête aux pieds, et elle vit son expression passer de la curiosité à l'inquiétude lorsqu'il remarqua l'état dans lequel elle se trouvait. Hélène essaya de parler, mais sa voix sortit rauque et faible. « Votre nom est Auguste Ferrier ?» réussit-elle à dire. Il acquiesça lentement, fronçant légèrement les sourcils. « Oui, c'est moi », répondit-il d'une voix grave et calme. « Mademoiselle a besoin d'aide. » Ce n'était pas une question, c'était un constat. Hélène sentit ses yeux brûler de larmes qu'elle refusait de verser. « Mon père était René Mercier, dit-elle. Il a travaillé ici il y a de nombreuses années. » Auguste resta immobile un instant, puis quelque chose s'alluma dans ses yeux. « René, répéta-t-il, je me souviens de lui. C'était l'un des meilleurs régisseurs que j'ai eus. Un homme d'honneur. Comment va-t-il » La question fut comme un coup de poignard dans la poitrine d'Hélène. Elle déglutit difficilement, luttant pour garder sa contenance. « Il est mort, dit-elle simplement. Il y a eu un incendie dans notre maison. Mon père, ma grand-mère et ma mère, tous sont partis. Je n'ai plus personne. Je n'ai nulle part où aller. » Les mots sortirent en un flot désespéré, et Hélène sentit la honte brûler ses joues. Elle était là, une étrangère, demandant la charité à un homme qui se souvenait à peine de son père, mais elle n'avait pas le choix. C'était ça, ou mourir de faim sur la route. Auguste resta silencieux pendant quelques secondes qui parurent éternelles. Hélène vit quelque chose passer dans ses yeux, une ombre de compréhension, ou peut-être de compassion. Puis, il fit un pas en arrière et ouvrit la porte complètement. « Entrez, dit-il avec fermeté, nous allons nous occuper de ça. » Hélène hésita. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle n'était pas sûre de pouvoir faire un pas de plus. Mais Auguste tendit la main, un geste simple et direct, et elle l'accepta. Sa main était grande, calleuse, chaude. Il la tint fermement et l'aida à monter la dernière marche pour entrer dans la maison. L'intérieur était frais et silencieux. Hélène eut une impression rapide de meubles en bois sombre, de murs ornés de tableaux, d'un large couloir au sol dallé. Mais alors, ses jambes cédèrent finalement. Auguste la rattrapa avant qu'elle ne tombe complètement, soutenant son poids avec facilité. « Attention, dit-il, quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Hélène essaya de se souvenir, mais son esprit était confus. « Hier, je crois, » murmura-t-elle. « Ou avant-hier. » Il fit un son de désapprobation dans sa gorge et la guida jusqu'à une chaise dans le salon. « Asseyez-vous ici, » ordonna-t-il gentiment. « Ne bougez pas. » Bu. Il disparut par une porte latérale et Hélène entendit des voix étouffées. Quelques secondes plus tard, il revint suivi d'une femme d'âge mûr au visage sévère et au tablier blanc. « Voici Joséphine, » expliqua Auguste. « Elle s'occupe de la maison. Elle va apporter à manger et de l'eau. » Joséphine regarda Hélène avec une expression qui mêlait pitié et méfiance, mais acquiesça et retourna vers ce qui était vraisemblablement la cuisine. Auguste tira une chaise et s'assit en face d'Hélène. Ses yeux étaient à son niveau maintenant, et il y avait quelque chose en eux qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Racontez-moi ce qui s'est passé, » demanda-t-il. Et Hélène raconta. D'une voix encore faible et entrecoupée, elle décrivit l'incendie, la perte de sa famille, les 3 jours de marche jusqu'ici. Auguste écoutait sans interrompre, et quand elle mentionna les dernières paroles de sa mère, il ferma brièvement les yeux, comme s'il ressentait sa douleur. « Je suis désolé, dit-il quand elle eut terminé. Votre père était un homme bon. Il méritait une meilleure fin. Tous le méritaient. » Hélène se contenta d'acquiescer, incapable de parler. Joséphine revint avec un plateau contenant une assiette de soupe fumante, du pain frais et un verre d'eau. « Mangez doucement, » conseilla Auguste. « Votre estomac n'est pas habitué. » Hélène obéit, tenant la cuillère avec des mains tremblantes. La soupe était aux légumes, avec des morceaux de viande, et elle était délicieuse. Elle se força à manger lentement, bien qu'elle voulût tout dévorer d'un coup. Auguste resta assis là, observant en silence.
Et ce n'est que lorsqu'elle eut fini la moitié de l'assiette qu'il parla à nouveau. « Vous avez dit que vous n'aviez nulle part où aller, » commença-t-il. Hélène acquiesça, reposant la cuillère dans l'assiette. Elle ne voulait pas le regarder, honteuse de sa situation. « Il y a toujours du travail dans un domaine, » poursuivit Auguste. « Nous pouvons trouver quelque chose à vous faire faire. Il y a un endroit pour rester. » Hélène leva enfin les yeux, et la gratitude qu'elle ressentit fut si intense qu'elle en fit presque mal. « Merci, » chuchota-t-elle. « Je travaille dur, je promets que vous ne le regretterez pas. » Auguste fit un geste pour écarter les formalités. « Mais d'abord, » dit-il soudainement en se levant, « vous avez besoin de chaussures. » Hélène cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Des chaussures ?» répéta-t-il. « Vous ne pouvez pas marcher comme ça. Vos pieds sont dans un état terrible. » C'est alors qu'Hélène baissa les yeux et vit réellement ses propres pieds pour la première fois depuis son arrivée. Ils étaient sales, meurtris, saignant à plusieurs endroits. La peau était déchirée sous les plantes et il y avait des ampoules crevées qui brûlaient. Elle sentit une vague de honte. « Je n'ai pas d'argent pour acheter des chaussures, » admit-elle à voix basse. Auguste se dirigeait déjà vers un secrétaire dans le coin de la pièce. Il ouvrit un tiroir et en sortit un mètre ruban de couturière. « Venez ici, » dit-il. Et il y avait quelque chose dans son ton qui n'admettait aucune discussion. Hélène se leva en titubant et marcha jusqu'à lui. Auguste tira une chaise. « Asseyez-vous, » demanda-t-il. Elle obéit, sans comprendre ce qu'il comptait faire. Et alors, à sa totale stupéfaction, Auguste Ferrier s'agenouilla devant elle. Le propriétaire terrien, maître de toutes ces terres, patron de dizaines de personnes, était agenouillé sur le sol devant une jeune femme pieds nus et couverte de poussière qui venait d'apparaître à sa porte. « Permettez-moi, » dit-il, et avec un soin presque révérencieux, il saisit son pied droit. Hélène sentit son visage brûler. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » protesta-t-elle faiblement. « Je peux... » « Restez tranquille, » l'interrompit-il sans brusquerie. « Je ne fais que mesurer. » Ses mains étaient étonnamment douces, compte tenu de leur taille et de leur force évidente. Il étendit le mètre ruban le long de son pied, du talon jusqu'au bout des orteils, et mémorisa le chiffre. Puis il fit de même avec la largeur. Hélène était paralysée, partagée entre l'embarras et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Personne n'avait jamais touché ses pieds ainsi, avec une telle attention et délicatesse. Quand il eut fini avec le pied droit, il répéta le processus avec le gauche. Hélène remarqua qu'il fronçait légèrement les sourcils en voyant les blessures de plus près, mais il ne fit aucun commentaire. Finalement, il se releva et rangea le mètre ruban dans sa poche. « Voilà, » dit-il. « Je vais demander à Théodore de vous faire une paire de chaussures en cuir. C'est le meilleur sellier que je connaisse. Elles seront prêtes dans quelques jours. » Hélène le regarda sans y croire. Des chaussures en cuir étaient chères, faites sur mesure par des artisans. Ce n'était pas quelque chose qu'on offrait nonchalamment à une étrangère. « Mais je ne peux pas payer, » commença-t-elle. Auguste leva la main pour l'interrompre. « Je ne demande pas de paiement, » dit-il. « Considérez cela comme un cadeau. En mémoire de votre père, qui fut loyal tant qu'il a travaillé ici. » Hélène sentit les larmes déborder enfin. Elle essaya de les retenir, mais c'était trop tard. Elles coulèrent sur ses joues sales, laissant des traces propres. « Merci beaucoup », réussit-elle à dire entre des sanglots qu'elle ne pouvait plus contrôler. « Monsieur ne sait pas ce que cela signifie. » Auguste sembla mal à l'aise face à son émotion. Il regarda sur le côté, vers la fenêtre qui donnait sur les champs, et il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. « Nous avons tous besoin d'aide parfois, » dit-il simplement. « Il n'y a pas de honte à cela. Maintenant, soignons ces blessures et trouvons un endroit pour que vous puissiez vous reposer. » Il appela Joséphine à nouveau et lui demanda d'apporter de l'eau tiède, des linges propres et la trousse de premiers soins. La gouvernante revint portant les objets, mais cette fois il y avait moins de méfiance dans ses yeux lorsqu'elle regarda Hélène. Auguste demanda à Joséphine d'aider Hélène à se laver les pieds et à appliquer un onguent sur les plaies.
Pendant que la femme travaillait avec une efficacité silencieuse, Auguste sortit quelques minutes. Hélène entendait sa voix grave à l'extérieur, discutant avec quelqu'un. Quand il revint, il amenait avec lui un homme âgé, au dos voûté et aux mains tachées par le travail. « Voici Théodore », présenta Auguste. « Il va faire vos chaussures. » Théodore avait des cheveux complètement blancs et des yeux bleus délavés qui semblaient avoir vu beaucoup de choses. Il regarda Hélène avec une expression bienveillante et acquiesça. « Mademoiselle, » dit-il d'une voix rauque, « je vais faire la meilleure paire de chaussures que j'ai jamais faite, cuir véritable, double couture. Elles dureront des années si vous en prenez soin. » Hélène parvenait à peine à parler. « Merci, » chuchota-t-elle. Théodore sourit en montrant des dents manquantes. « C'est un honneur, » dit-il. « Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de chaussures pour une dame. Je vais m'appliquer. » Après le départ de Théodore, Auguste montra à Hélène une des maisons de métayer qui était vide. C'était une construction simple d'une seule pièce, aux murs de bois et au toit de chaume. Mais elle était propre et disposait d'un lit, d'une petite table, de 2 chaises et d'un poêle à bois. « Vous pouvez rester ici, » dit Auguste. « Demain, nous parlerons du type de travail que vous pourrez faire. Pour l'instant, reposez-vous. » Hélène entra dans la petite maison et ressentit un soulagement si grand qu'il faillit la renverser à nouveau. Un lit, un toit, la sécurité. Elle se tourna vers Auguste, qui était encore à la porte. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous ne me connaissez pas. Vous auriez simplement pu me renvoyer. » Auguste resta silencieux un moment, ses yeux noisettes fixés sur elle. « Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre, » dit-il finalement. « Et parce que personne ne devrait avoir à marcher 3 jours pieds nus, juste pour trouver un peu d'espoir. Votre père était un homme bon, cela signifie que vous êtes probablement aussi une bonne personne, c'est suffisant pour moi. » Sur ces mots, il hocha la tête et sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Hélène resta seule pour la première fois depuis des jours. Elle regarda autour de la petite maison simple qui était maintenant la sienne, regarda ses pieds bandés, sentit le poids de l'épuisement et de la douleur l'atteindre enfin. Elle s'effondra sur le lit et pleura. Elle pleura pour la famille qu'elle avait perdue, pour la vie qui s'était terminée, pour la peur et la solitude. Mais elle pleura aussi de soulagement, parce que malgré tout, elle avait survécu. Et parce qu'un étranger qui ne lui devait rien avait décidé de lui offrir de la dignité quand tout le monde se serait attendu à ce qu'il n'offre que de la charité. Cette nuit-là, Hélène dormit pour la première fois depuis 1 semaine sans cauchemar de feu. Elle se réveilla avec le soleil entrant par la petite fenêtre et le chant des oiseaux dans les arbres voisins. Ses pieds lui faisaient encore mal, mais moins qu'avant. Elle se leva lentement et regarda par la fenêtre. Le domaine s'éveillait autour d'elle. Elle voyait des hommes marcher vers les champs, entendait le meuglement des vaches, le caquetage des poules. C'était une symphonie de vie normale qu'elle pensait ne plus jamais expérimenter. Quelqu'un frappa à la porte. Hélène ouvrit et trouva Joséphine debout là, avec un ballot de vêtements dans les bras. « Le patron a envoyé ça pour mademoiselle », dit la femme en tendant le paquet. « Il y a 2 robes, des sous-vêtements et des bas. Il a dit que vous deviez les utiliser jusqu'à ce que les chaussures soient prêtes. » Hélène prit les vêtements avec révérence. Ils étaient usagés, mais en bon état, propres et raccommodés avec soin. Joséphine hésita, puis ajouta d'une voix plus basse. « Sa dame est morte il y a 2 ans. C'étaient les siens. Il gardait tout, mais il a dit qu'elle voudrait que quelqu'un les utilise. » L'information tomba sur Hélène comme un poids. Donc, Auguste était veuf. Cela expliquait la tristesse qu'elle avait vue dans ses yeux, cette ombre de perte qu'elle reconnaissait parce qu'elle portait aussi la sienne. « Merci, » dit Hélène. « J'en prendrai grand soin. » Joséphine acquiesça et était sur le point de partir quand elle se retourna à nouveau. « C'est un homme bon, » dit-elle de manière inattendue. « Il s'est fermé après le départ de Madame Caroline. Il ne parle pas beaucoup, ne sourit pas, mais il a bon cœur. Souvenez-vous-en. » Hélène se changea.
portant l'une des robes qui avait appartenu à la défunte épouse d'Auguste. Elle était en coton épais, vert foncé, simple, mais bien faite. Elle était un peu large pour elle, mais rien qui ne pût être ajusté. Elle peigna ses cheveux du mieux possible avec ses doigts et les attacha en un chignon bas. Quand elle sortit de la petite maison, le soleil était déjà haut. Elle ne savait pas exactement quoi faire, alors elle commença à marcher vers le manoir, pensant chercher Auguste et demander pour le travail. Mais avant qu'elle n'y arrive, elle entendit une voix d'enfant. « Papa, c'est qui cette dame ?» Hélène se retourna et vit un jeune enfant sortir de derrière l'une des granges. C'était un garçon de peut-être 5 ans, aux cheveux sombres ébouriffés et aux yeux noisettes curieux. Il portait une culotte courte et une chemise en coton, et il y avait une tache de terre sur sa joue. Derrière lui venait Auguste, marchant à grandes enjambées. Quand il vit Hélène, il s'arrêta. « C'est Hélène, » expliqua Auguste au garçon. « Elle va travailler ici au domaine. Hélène, voici mon fils Martin. » Le garçon regarda Hélène avec un intérêt non dissimulé. « T'es jolie, » dit-il avec l'honnêteté brutale des enfants. « Mon père a dit que tu as beaucoup marché pour arriver ici. Tes pieds t'ont fait mal ?» Hélène sourit pour la première fois depuis des jours. « Oui, ils ont fait mal, » confirma-t-elle en se baissant pour être à sa hauteur. « Mais ton père s'en occupe. Il va faire des chaussures neuves pour moi. » Martin sembla impressionné. « Des vraies chaussures ?» De Monsieur Théodore. « Il fait les meilleures choses. Il a fait ma ceinture. Regarde !» Et il montra fièrement la ceinture de cuir travaillé qu'il portait. Hélène sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. « Très jolie !» complimenta-t-elle sincèrement. « Tu as de la chance d'avoir des choses aussi bien faites. » Martin approuva vigoureusement et demanda ensuite sans filtre. « Tu vas habiter ici maintenant ?» Hélène regarda Auguste cherchant une orientation. Il observait l'interaction avec une expression douce qu'elle n'avait pas vue la veille. « Pour l'instant, oui, » répondit Hélène au garçon. « Je vais aider ton père avec le travail du domaine. »« Tu peux m'apprendre à lire ?» demanda Martin soudainement. « Mon père sait lire et il a dit que c'est important. Mais il est toujours occupé et il n'a pas le temps de m'apprendre bien. » Hélène cligna des yeux, surprise. « Tu veux apprendre à lire ?» Martin hocha la tête avec emphase. « Je veux lire les livres qu'il y a là-bas dans le salon. Mon père en a plein. Il a dit que quand je saurais lire, je pourrais lire n'importe lequel que je voudrais. » Hélène regarda à nouveau Auguste. L'homme avait une expression difficile à déchiffrer. « Vous savez lire ?» demanda-t-il. Ce n'était pas une accusation, juste de la curiosité. « Je sais, » répondit Hélène. « Ma mère était institutrice avant de se marier. Elle m'a appris depuis toute petite. Je sais lire, écrire et compter. » Auguste resta immobile un moment, puis quelque chose changea dans son expression. C'était comme s'il avait pris une décision. « Alors ce sera votre travail, » dit-il. « Enseignez à Martin tous les jours, quelques heures le matin et l'après-midi. Il a besoin d'apprendre, et je n'ai vraiment pas le temps d'enseigner convenablement. » Hélène sentit une vague de soulagement si forte qu'elle faillit la renverser. Enseigner était quelque chose qu'elle savait faire. Elle avait grandi en voyant sa mère alphabétiser des enfants, avait aidé pour de nombreuses leçons. C'était un travail digne, important. « J'adorerais, » dit-elle avec sincérité. « Je vais enseigner tout ce que je sais. » Martin célébra en sautant et Auguste posa la main sur la tête du garçon avec une affection claire. « Mais il y a une condition, » ajouta Auguste en regardant Hélène. « Vous mangerez au manoir avec nous, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Vous ne pouvez pas enseigner si vous êtes faible de faim. » Les jours suivants, Hélène établit une routine. Elle se réveillait tôt, se lavait à l'eau froide du puits derrière sa maisonnette, s'habillait et marchait jusqu'au manoir. Joséphine avait toujours le café prêt, un repas copieux avec du pain, du beurre, du fromage, du café au lait. Auguste était généralement déjà réveillé, prenant son café en silence, tout en lisant de vieux journaux. Martin apparaissait juste après, somnolent mais animé. Les leçons avaient lieu dans la bibliothèque, une pièce au rez-de-chaussée du manoir qui surprit Hélène par la quantité de livres. Il y avait des étagères du sol au plafond remplies de volumes reliés en cuir. Des romans, des livres d'histoire,
des manuels d'agriculture, et même quelques classiques qu'Hélène admirait pour leur beauté. Martin était un élève dévoué. Il voulait vraiment apprendre, et Hélène découvrit qu'elle avait du talent pour enseigner. Elle utilisait des méthodes que sa mère lui avait montrées, faisant des jeux avec les lettres, dessinant des figures pour illustrer les mots. Auguste passait par la bibliothèque occasionnellement pendant les leçons. Il n'interrompait jamais, restait juste à la porte, à observer quelques minutes avant de retourner à ses affaires. Hélène sentait le poids de ce regard, mais pas de manière inconfortable. C'était plus comme s'il vérifiait. S'assurant qu'elle allait bien, que Martin apprenait, une fois elle le surprit en train d'observer et leurs yeux se rencontrèrent. Il ne détourna pas le regard immédiatement. Ils restèrent là quelques secondes, se regardant à travers la pièce, puis il acquiesça presque imperceptiblement et s'en alla. Le 4e jour, Théodore apparut au manoir après le déjeuner portant une boîte en bois. Hélène était sur la terrasse avec Martin pratiquant l'écriture des voyelles, quand le vieux sellier monta les marches. « Mademoiselle Hélène » appela-t-il avec un sourire, « j'ai apporté votre cadeau. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la boîte avec des mains tremblantes et retint son souffle. Les chaussures étaient magnifiques, faites de cuir marron foncé, souples mais résistantes, avec des coutures parfaites et des semelles épaisses. Théodore les avait faites avec une maîtrise évidente, chaque détail soigné. Il y avait même de petites décorations sur les côtés, des dessins discrets gravés dans le cuir. « Elles sont parfaites », chuchota Hélène. « Essayez-les », encouragea Théodore. « Je veux voir si j'ai réussi les mesures. » Hélène chaussa les souliers lentement. Ses pieds étaient encore un peu sensibles des blessures, mais les chaussures s'ajustaient comme si elles avaient été faites spécifiquement pour elle. Ce qui, bien sûr, était le cas. Elle fit quelques pas sur la terrasse, et les chaussures étaient confortables, ne serraient pas, ni ne blessaient. « Elles sont parfaites, » dit-elle, la voix étranglée. « Merci beaucoup, monsieur Théodore. Vous êtes un artiste. » Le vieil homme rougit de plaisir. « C'était avec plaisir, petite, et regardez, j'ai utilisé le meilleur cuir que j'avais. Ces chaussures dureront de nombreuses années. Vous pouvez marcher sous la pluie, dans la boue, elles ne s'abîmeront pas facilement. » Martin demanda à voir et examina les chaussures avec un sérieux d'enfant. « Elles sont vraiment belles, » déclara-t-il, « aussi belles que ma ceinture. » Hélène rit, un son qui la surprit elle-même. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ri? « Merci, Martin, » dit-elle. « Venant de toi, c'est un grand compliment. » Auguste arriva à ce moment-là, revenant des champs, avec ses vêtements tachés de terre. Il vit Hélène portant les chaussures neuves et s'arrêta. « Elles vont bien ?» demanda-t-il. Hélène acquiesça, se sentant soudainement trop émue pour parler. « Elles sont parfaites », répondit pour elle Théodore. La demoiselle a le pied délicat. C'était facile de travailler sur les mesures. Auguste regarda les chaussures un long moment, puis ses yeux montèrent pour rencontrer ceux d'Hélène. « Bien, » dit-il simplement. « Maintenant vous pouvez marcher sans douleur. » Il y avait quelque chose dans ce moment, quelque chose de non dit qui planait dans l'air entre eux. Hélène ressentit pour la première fois une sensation étrange, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. C'était la façon dont il la regardait, comme s'il la voyait vraiment, pas seulement une personne nécessiteuse qu'il avait aidée par bonté ou devoir, mais la voyait pour de vrai, comme Hélène, comme une personne complète avec sa propre vie. Et elle réalisa qu'elle le voyait aussi. Elle voyait l'homme solitaire derrière la façade du propriétaire terrien occupé. Elle voyait la tristesse dans ses yeux quand il pensait que personne ne regardait. Elle voyait la manière douce dont il touchait la tête de son fils, le soin avec lequel il choisissait ses mots. Ce soir-là, après que Martin fut allé dormir et qu'Hélène se préparait à retourner à sa maisonnette, Auguste l'appela. Elle était dans la cuisine aidant Joséphine à laver la vaisselle du dîner, insistant pour contribuer d'une manière ou d'une autre. « Hélène, » dit-il depuis la porte, « puis-je vous parler un moment ?»« Bien sûr, » répondit-elle en s'essuyant les mains. Elle le suivit jusqu'à la bibliothèque où ils avaient fait la leçon plus tôt. Auguste alluma une lampe à pétrole car il commençait à faire sombre.
La lumière douce illumina son visage, soulignant les traits de fatigue. « Je voulais vous remercier, commença-t-il. Martin est heureux, il arrête à peine de parler des leçons, il reconnaît déjà les lettres. » Hélène sourit. « C'est un élève merveilleux, dit-elle sincèrement, intelligent et dévoué. Il va apprendre vite. » Auguste acquiesça, mais il y avait autre chose qu'il voulait dire. Elle pouvait le percevoir à la façon dont il hésitait. « Je vous les expliquer pour les vêtements, dit-il finalement. Ceux que Joséphine a apportés. Ils étaient à ma femme, Caroline. Elle est morte il y a 2 ans, en couche. » Hélène sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Vous n'aviez pas besoin de me le dire si c'est douloureux. » Auguste secoua la tête. « Non. Vous méritez de savoir. J'ai gardé ces affaires pendant longtemps. Je n'arrivais pas à me défaire de rien. Mais quand vous êtes arrivé, j'ai réalisé qu'elle voudrait que quelqu'un les utilise. Que ça n'avait pas de sens de tout garder quand cela pourrait être utile. » Hélène ne savait pas quoi dire. C'était un moment délicat, trop intime pour quelqu'un qu'il connaissait depuis seulement quelques jours. « J'en prendrai grand soin, » promit-elle. « Et si un jour c'est trop difficile de me voir les porter, vous pouvez me le dire, je comprendrai. » Auguste la regarda alors. La regarda vraiment, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre le cœur d'Hélène plus vite. « Ce n'est pas difficile, » dit-il bas. « En fait, c'est réconfortant de voir la vie continuer, de voir quelqu'un utiliser les choses avec un but et ne pas laisser tout devenir une mémoire poussiéreuse. » Ils restèrent là un moment, le silence entre eux non pas inconfortable, mais chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Puis, Auguste se racla la gorge et fit un pas en arrière. « Il est tard, dit-il. Vous devez être fatigué. » Hélène acquiesça en signe d'accord. « Bonne nuit, monsieur Auguste. »« Juste Auguste, corrigea-t-il. Pas besoin de formalité. » Elle sourit timidement. « Bonne nuit, Auguste. » Alors qu'elle marchait vers sa petite maison sous le ciel étoilé, portant ses chaussures neuves qui ne blessaient pas ses pieds, Hélène réalisa que quelque chose avait changé. La douleur de la perte était toujours là, vive et pulsante. Elle serait probablement toujours là, à un certain degré. Mais pour la première fois depuis l'incendie, elle ressentit quelque chose au-delà de la douleur. Elle sentit une possibilité. Elle sentit que peut-être, juste peut-être, la vie réservait encore de bonnes choses pour elle. Elle ne savait pas encore, alors qu'elle ouvrait la porte de sa maisonnette et allumait sa propre lampe, que ce geste simple de mesurer ses pieds et de faire des chaussures n'était que le commencement. Elle ne savait pas qu'Auguste était aussi dans son manoir, assis seul dans la bibliothèque, regardant ses propres mains et pensant pour la première fois en 2 ans qu'il était peut-être possible de recommencer à ressentir quelque chose au-delà du vide. Mais les problèmes ne faisaient que commencer, car tout le monde au domaine de Valcèdre ne voyait pas l'arrivée d'Hélène d'un bon œil. Et quand une femme de la famille arriverait pour une visite, apportant avec elle ses propres préjugés et attentes, la paix fragile qu'Hélène venait de trouver serait testée de façon qu'elle ne pourrait jamais imaginer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Hélène était arrivée pieds nus au domaine de Valcèdre, et la vie commençait à prendre un rythme qu'elle n'imaginait pas possible. Elle se réveillait tous les matins avec le soleil se levant sur les champs, enfilait ses chaussures en cuir qui commençaient déjà à se mouler parfaitement à ses pieds et marchait jusqu'au manoir pour le café. Martin la recevait toujours avec enthousiasme, montrant des dessins qu'il avait faits en essayant de copier les lettres qu'elle enseignait. Et Auguste était toujours là, silencieux mais présent, avec son café et ses regards qui duraient 1 seconde, de plus que nécessaire. Les leçons avec Martin s'étendirent naturellement. Le garçon reconnaissait déjà toutes les lettres et commençait à former des mots simples. Hélène découvrit qu'il avait une facilité impressionnante avec les nombres. Alors, elle commença à enseigner l'arithmétique de base aussi. Elle utilisait des grains de haricots pour compter, dessinait des problèmes sur la petite ardoise qu'Auguste avait achetée spécialement pour les leçons. Le propriétaire apparaissait de plus en plus fréquemment pendant les cours, restant appuyé contre le cadre de la porte à observer.
Parfois, il posait des questions, testant les connaissances de son fils. D'autres fois, il observait simplement Hélène enseigner, et il y avait quelque chose dans son regard qui la faisait rougir sans comprendre exactement pourquoi. Par un matin d'avril, quand l'air commençait à se rafraîchir, annonçant l'arrivée de l'automne, Hélène était dans la bibliothèque organisant les livres par thème, comme Auguste l'avait demandé. Il était entré quelques minutes avant, portant une pile de vieux volumes qu'il avait trouvés au grenier. « Ils peuvent être utiles pour Martin, d'ici quelques années », avait-il expliqué. Hélène avait pris les livres, ses doigts effleurant brièvement les siens durant le transfert. Ce fut un contact minime, accidentel, mais tous deux se figèrent une fraction de seconde avant de s'éloigner. Auguste se racla la gorge. « Vous faites du bon travail, dit-il. Avec Martin, je veux dire. Il apprend vite. » Hélène sourit en plaçant les livres sur l'étagère. « Il est très intelligent, répondit-elle. Il a une curiosité naturelle. Cela facilite tout. » Auguste s'approcha, prenant l'un des livres pour examiner la couverture usée. « Il ressemble à sa mère pour ça, » dit-il bas. Caroline était curieuse de tout, toujours à poser des questions, toujours à vouloir comprendre comment les choses fonctionnaient. C'était la première fois qu'il mentionnait sa défunte épouse de manière aussi directe depuis cette nuit à la bibliothèque. Hélène arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. Elle devait être une femme spéciale, dit-elle avec sincérité. Auguste acquiesça lentement. Elle l'était. Nous nous sommes mariés jeunes. J'avais 23 ans. Elle 19. Je la connaissais depuis l'enfance. Nos familles étaient proches. C'était un mariage arrangé sur le papier, mais nous nous sommes bien entendus. Elle a fait de cette maison un foyer. Hélène écoutait en silence, lui laissant l'espace pour parler. Quand elle est morte, continua Auguste d'une voix plus rauque, j'ai senti comme si la couleur avait quitté le monde. Tout est devenu gris. Martin venait de naître et je ne savais pas comment m'occuper d'un bébé. Joséphine m'a beaucoup aidé à cette époque, mais j'étais perdu. J'ai passé 2 ans à juste fonctionner, vous savez, se lever, travailler, dormir. Rien de plus. Il fit une pause, puis regarda Hélène. Jusqu'à ce que vous arriviez. Le cœur d'Hélène s'accéléra. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle tout bas. Auguste serra le livre plus fort, comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour s'ancrer. « Vous avez ramené la vie, dit-il. Le rire de Martin, son animation le matin, et vous m'avez fait réaliser qu'il y a encore de bonnes choses, qu'il est possible de ressentir quelque chose au-delà du poids. » Hélène ne parvenait pas à détourner le regard. Il y avait tant de sincérité dans ses yeux noisettes que cela faisait mal. « Vous m'avez aussi donné quelque chose, dit-elle avant de pouvoir se retenir. Quand je suis arrivée ici, j'étais prête à abandonner. Je n'avais rien, je n'étais rien. Et vous m'avez traité comme si je comptais, comme si j'étais plus qu'une simple bouche de plus à nourrir. Vous m'avez donné de la dignité quand vous auriez pu me donner seulement du travail. » Auguste fit un pas de plus. « Ce n'était pas de la charité, dit-il fermement. C'était de la reconnaissance. J'ai vu du courage quand je vous ai regardé ce jour-là. J'ai vu de la force. N'importe qui peut offrir la charité. Mais le respect, cela s'offre seulement à qui le mérite. » Le moment s'étira entre eux, chargé et lourd. Hélène se sentit comme si elle était au bord de quelque chose d'immense, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais alors ils entendirent des pas rapides dans le couloir et Martin entra en courant dans la bibliothèque. « Papa !» appela-t-il sans réaliser ce qui l'interrompait. « Monsieur Théodore a dit que la jument a eu le poulain. Je peux aller voir? Je peux le montrer à Hélène ?» Le charme se rompit. Auguste cligna des yeux et s'éloigna, passant la main dans ses cheveux. « Bien sûr, dit-il à son fils, va montrer, mais ne t'approche pas trop. La mère protège encore le petit. » Martin prit la main d'Hélène. « Viens, viens voir. Il est tout petit et il a de longues jambes. » Hélène se laissa tirer mais regarda en arrière une fois. Auguste était debout, là où elle l'avait laissé, la regardant partir avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement, mais qui faisait se serrer quelque chose dans sa poitrine. L'après-midi,
Après que Martin se fut lassé de voir le poulain et fut retourné à ses leçons d'écriture, Hélène était dans la cuisine, aidant Joséphine à préparer le dîner. La gouvernante faisait la pâte à pain et Hélène épluchait des pommes de terre. Elle travaillait dans un silence confortable, un silence que Joséphine brisa de manière inattendue. « Il vous aime bien. » Hélène faillit laisser tomber la pomme de terre. « Comment dites-vous » Joséphine ne la regarda pas, continuant de pétrir la pâte avec force. « Le patron, il vous aime bien. Je vois comment il regarde. » Hélène sentit son visage brûler. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmura-t-elle. Joséphine fit un son qui pourrait être un rire. « Mademoiselle, j'ai des yeux. Je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai vu le patron grandir, se marier, perdre sa femme. Je connais toutes ses expressions. Et la façon dont il vous regarde est différente. » Hélène ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait nier, mais ce serait mentir. Elle l'avait remarqué aussi. Les regards, les mots prudents, les moments qui semblaient signifier plus qu'ils ne le devraient. « Je ne suis pas venue ici pour ça, » dit-elle finalement. « Je suis venue parce que je n'avais pas le choix. Il m'a donné du travail et un toit. Je ne vais rien présumer au-delà de ça. » Joséphine la regarda enfin, et ses yeux étaient gentils. « Personne ne dit que vous présumez, petite. Je dis juste ce que je vois, et je vois deux cœurs blessés se reconnaître l'un l'autre. Si vous l'aimez bien aussi, continua Joséphine, il n'y a rien de mal à cela. Madame Caroline est partie. Il est vivant et il a le droit d'être heureux à nouveau, et vous aussi. » Hélène déglutit difficilement. « C'est compliqué, chuchota-t-elle. C'est mon patron. Il m'a accueilli quand je n'avais rien. Les gens vont parler. » Joséphine haussa les épaules. « Les gens parlent toujours. Mais à la fin, seul compte ce que vous deux ressentez et ce que Dieu sait qu'il y a dans les cœurs. Le reste, c'est du bruit. Mais si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, continuons. » Cette nuit-là, Hélène resta éveillée longtemps dans sa maisonnette, regardant le toit de chaume, tout en pensant aux mots de Joséphine. Était-ce vrai qu'elle ressentait quelque chose pour Auguste? Elle le connaissait à peine. Juste quelques semaines. Mais il y avait une connexion qu'elle ne pouvait nier. La façon dont il avait pris soin d'elle dès le premier instant, le respect avec lequel il la traitait, la gentillesse avec son fils, et oui, l'attirance qu'elle ressentait quand il était près d'elle, cette chaleur dans la poitrine, quand leurs yeux se rencontraient. Mais Joséphine avait tort sur une chose, ce ne seraient pas seulement les gens qui parleraient, il y avait des différences réelles entre eux. Il était un propriétaire établi avec un domaine et un nom respecté. Elle était une orpheline, sans rien d'autre que les vêtements qu'il lui avait lui-même donnés. Si quelque chose arrivait entre eux, il y aurait toujours quelqu'un pour dire qu'elle avait profité, qu'elle avait séduit le veuf vulnérable pour garantir sa position. Hélène ne supporterait pas cela, pas après tout ça. Les jours suivants furent étranges. Hélène remarquait qu'Auguste était différent, plus distant. Il apparaissait encore pendant les leçons de Martin, mais restait moins longtemps. Il ne dînait plus au manoir avec eux, prétextant du travail qu'il devait terminer. Hélène se demandait s'il regrettait cette conversation dans la bibliothèque, s'il en avait trop montré et reculait maintenant. La possibilité faisait plus mal qu'elle ne le devrait. Ce fut un vendredi après-midi, alors que Hélène revenait d'une promenade dans les champs avec Martin, que tout changea. Ils virent une calèche élégante remonter l'allée de cèdre vers le manoir. C'était un véhicule cher, tiré par deux beaux chevaux, avec des détails dorés sur les côtés. « C'est qui ?» demanda Martin curieux. Hélène ne savait pas. Il n'attendait pas de visite qu'elle sache. Quand ils arrivèrent plus près, ils virent Auguste sortir de la maison pour recevoir les visiteurs. Un homme d'âge moyen descendit de la calèche en premier, puis aida une femme à descendre. Elle portait une robe de voyage en tissu fin, un chapeau élaboré avec des plumes, et tenait une ombrelle en dentelle. Même de loin, Hélène réalisa que c'était une personne aisée. La femme étreignit Auguste de manière familière, et Hélène sentit quelque chose de désagréable se tordre dans son estomac. Martin se tendit soudainement à côté d'elle. « C'est tante Eugénie, »
dit-il tout bas, et il y avait quelque chose dans son ton qu'Hélène n'aimait pas. Elle ne vient pas souvent ici. Hélène regarda plus attentivement. Donc c'était Eugénie, la belle-sœur d'Auguste, la sœur de la défunte épouse. Joséphine l'avait mentionné quelquefois, mais toujours de manière vague. Hélène avait remarqué que la gouvernante n'aimait pas la femme, mais n'avait jamais demandé pourquoi. « Entrons par la cuisine », suggéra Hélène. « Ton père voudra sûrement recevoir les visites en privé. » Martin acquiesça rapidement, semblant soulagé. Ils entrèrent par la porte de service et trouvèrent Joséphine dans la cuisine, avec une mine renfrognée. « La sorcière est arrivée », grommela la gouvernante. Hélène cligna des yeux, surprise par le terme. Joséphine souffla. « Désolée, mademoiselle. Mais je n'ai pas de meilleur mot pour Madame Eugénie. Elle vient ici et met tout sens dessus-dessous. Elle donne des ordres, critique comment je tiens la maison, touche aux affaires de la défunte patronne. Et le patron ne peut pas dire non parce que c'est la sœur de sa femme. » Hélène sentit une pointe d'appréhension. « Elle va rester longtemps ?» demanda-t-elle. Joséphine haussa les épaules. « Ça dépend. Parfois elle reste des jours, parfois des semaines. On ne sait jamais. Elle habite à Lyon avec sa fille, mais elle vient ici quand elle veut. Elle dit que c'est pour voir son neveu, mais en vrai c'est pour tout contrôler. » Hélène absorba l'information en silence. Elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Le pressentiment se confirma au dîner. Auguste fit prévenir qu'Hélène devait dîner au manoir comme toujours, car les visites voulaient la connaître puisqu'elle enseignait à Martin. Hélène mit sa meilleure robe, l'autre qui était venue dans le ballot de vêtements de la défunte Caroline, et attacha ses cheveux avec soin. Elle se sentait nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis son arrivée. La table du dîner était plus formelle que d'habitude. Eugénie était assise à la droite d'Auguste, avec son mari à côté. Hélène fut présentée et s'assit de l'autre côté de la table, à côté de Martin. Eugénie était une femme d'environ 45 ans, aux cheveux sombres attachés en une coiffure élaborée, au visage aux traits marqués. Elle portait des bijoux au cou et aux doigts, et il y avait quelque chose de tranchant dans ses yeux quand elle examina Hélène de la tête aux pieds. « Alors vous êtes l'institutrice de Martin », dit Eugénie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Auguste m'a raconté, comme c'est commode d'avoir trouvé quelqu'un d'alphabétisé justement quand il en avait besoin. » Hélène sourit poliment. « Ce fut une chance pour les deux parties, » répondit-elle. « J'avais besoin de travail et d'un toit, et Martin avait besoin de quelqu'un pour lui enseigner. » Eugénie prit une gorgée de vin. « Et vous avez dit que votre père a travaillé ici. » « Il y a combien de temps ?» Hélène sentit qu'elle était testée. « Il y a de nombreuses années. Il est parti il y a environ 15 ans pour avoir sa propre propriété, mais il parlait toujours avec beaucoup de respect de M. Auguste et du domaine. » Eugénie inclina la tête. « Et vos parents, où sont-ils maintenant ?» La question fut posée sur un ton décontracté, mais Hélène perçut le piège. « Ils sont décédés récemment dans un incendie, » répondit-elle en gardant une voix ferme. « C'est pour cela que je suis venue ici. Je n'avais plus de famille, ni nulle part où aller. »« Ah oui, l'incendie !» dit Eugénie avec une fausse compassion. « Quelle tragédie! Cela a dû être terrible, et vous êtes arrivé ici sans rien, n'est-ce pas? Pas même de chaussures aux pieds, à ce qu'on m'a dit. » Hélène sentit ses joues rougir. « C'est vrai, » confirma-t-elle, « mais Monsieur Auguste a été très généreux. Il a fait faire des chaussures pour moi et m'a donné un travail honnête. » Eugénie regarda Auguste avec une expression qu'Hélène ne put lire. « Généreux, en effet, » commenta-t-elle, « peut-être trop généreux. » Le commentaire plana dans l'air comme un nuage toxique. Auguste posa ses couverts sur la table avec plus de force que nécessaire. « Eugénie » commença-t-il sur un ton d'avertissement. Elle leva les mains en signe d'innocence. « Je ne fais que commenter, Auguste. Tu as toujours été bon. C'est l'une de tes meilleures qualités. Mais la bonté peut parfois être mal interprétée. » Le mari d'Eugénie, Claude, resta silencieux mangeant son repas, comme s'il ne voulait pas être là. Martin regardait son assiette, mal à l'aise. Hélène décida de changer de sujet. « Comment va Lyon ?» demanda-t-elle poliment à Eugénie. « Cela doit être très différent de la vie à la campagne. »
Eugénie sembla surprise par la question, mais répondit. Elle grandit rapidement. Beaucoup de constructions, beaucoup de nouveautés. Vous y êtes déjà allé? Hélène secoua la tête. Je ne suis jamais beaucoup sorti de la région où je suis né. Eugénie sourit avec une condescendance mal dissimulée. Cela doit être difficile alors d'imaginer ce que c'est que de vivre dans une vraie ville, avec des théâtres, des bals et une société raffinée. Le message était clair. Hélène venait d'une origine humble, n'avait pas d'éducation formelle ni d'expérience de la société. Elle était inférieure. Hélène garda sa contenance. « J'imagine que c'est bien différent, en effet, concéda-t-elle. Mais je crois qu'il y a de la valeur dans les deux modes de vie. La campagne enseigne des choses que la ville ne peut pas. » Eugénie haussa un sourcil. « Quelle sagesse !» commenta-t-elle avec un sarcasme à peine voilé. « Si jeune et déjà si philosophe. » Auguste intervint fermement. « Hélène fait un excellent travail avec Martin. Il lit déjà des mots simples et fait des calculs. C'est bien au-delà de ce que j'espérais pour cet âge. » Martin leva le visage, animé. « C'est vrai, tante Eugénie. Hélène m'apprend avec des petits jeux et des histoires. C'est très chouette. Je peux montrer ce que j'ai appris ?» Eugénie sourit à son neveu, avec une affection sincère. « Bien sûr, chérie, j'adorerais voir, mais peut-être demain, je suis fatiguée du voyage aujourd'hui. » Le reste du dîner fut tendu, mais poli. Hélène répondait aux questions quand elles étaient posées, mais n'essayait pas d'engager la conversation. Elle sentait le poids du regard d'Eugénie sur elle, constamment, évaluant, jugeant. Quand ils purent enfin prendre congé, Hélène ressentit un immense soulagement. Elle retourna à sa maisonnette sous le ciel sombre et s'assit sur le lit, tremblant légèrement. Elle savait reconnaître une ennemie quand elle en voyait une. Les jours suivants confirmèrent ses soupçons. Eugénie était partout. Elle apparaissait aux leçons de Martin, s'asseyant pour observer avec des yeux critiques. Elle faisait des commentaires subtils sur les méthodes d'enseignement, suggérant qu'il vaudrait peut-être mieux engager une gouvernante appropriée venant de Lyon. Elle réorganisait les pièces du manoir, retirant les choses qu'Hélène avait touchées et remettant en place des objets ayant appartenu à Caroline. C'était comme si elle marquait son territoire, effaçant toute trace que quelque chose de nouveau pourrait être en train de grandir ici. Hélène tenta de garder une distance respectueuse, mais c'était difficile. Eugénie créait des situations pour l'humilier de manière subtile. Lors d'un déjeuner, elle commenta que la robe qu'Hélène portait allait beaucoup mieux à Caroline parce qu'elle avait des hanches plus féminines. Une autre fois, elle demanda devant Joséphine si Hélène savait broder et coudre convenablement, car c'étaient des compétences essentielles pour toute femme décente. Quand Hélène admit qu'elle ne connaissait que les bases, Eugénie soupira dramatiquement, disant que c'était dommage, car une femme sans talent domestique avait du mal à trouver un bon mariage. Auguste était de plus en plus fermé. Hélène voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il évitait les conflits avec sa belle-sœur. Il était évident qu'il n'aimait pas sa présence, mais il était aussi évident qu'il se sentait obligé de la tolérer à cause de la mémoire de Caroline. Il parlait à peine à Hélène maintenant, hochait juste la tête quand ils se croisaient. Les moments de connexion qu'ils partageaient avant l'arrivée d'Eugénie semblaient avoir eu lieu dans une autre vie. Ce fut un dimanche matin que les choses escaladèrent. Hélène était dans la bibliothèque en train de ranger des livres quand elle entendit des voix élevées venant du bureau d'Auguste dans le couloir. Elle ne voulait pas espionner, mais les voix étaient trop fortes pour être ignorées. C'était Eugénie et Auguste qui se disputaient. « Tu ne vois pas ce qu'elle fait », disait Eugénie. « Elle est arrivée ici sans rien, et maintenant elle habite dans une maison à toi, mange ta nourriture, porte les vêtements de ma sœur, et tu la regardes d'une manière qui... » La voix d'Auguste l'interrompit, basse mais ferme. « De quelle manière ?» Eugénie fit une pause. « Comme tu regardais Caroline. » Hélène sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait pas entendre ça. « Tu vois des choses qui n'existent pas, » dit Auguste. « Hélène est une employée. Elle s'occupe bien de Martin. » Rien de plus. Eugénie rit sans humour. « Auguste,
Tu me connais depuis l'enfance. Tu ne me trompes pas. Tu es en train de te laisser prendre, et elle sait aussi exactement ce qu'elle fait. Ça suffit, dit Auguste d'une voix dure qu'Hélène n'avait jamais entendue. Je ne t'écouterai pas parler d'Hélène ainsi. C'est une fille honnête qui a traversé une tragédie terrible. Je lui ai donné du travail, parce qu'elle en avait la capacité, et parce que c'était une dette envers la mémoire de son père. Tout le reste n'est que ton imagination. Eugénie baissa la voix, mais Hélène réussit encore à entendre. Caroline est à peine partie, et tu es déjà en train de la remplacer. Par une n'importe qui, sans famille, sans nom, sans rien. Ma sœur méritait plus de respect de sa mémoire. Le silence qui suivit fut lourd. Puis Auguste parla d'une voix trop contrôlée. J'aimais ta sœur, mais elle n'est plus là. J'ai une vie à vivre et un fils à élever. Je ne vais pas rester prisonnier d'un deuil éternel juste pour satisfaire tes attentes. Et Hélène n'est pas une n'importe qui. C'est une femme éduquée, gentille et travailleuse. Elle a plus de dignité dans un doigt que beaucoup de gens de la société que je connais. Hélène sentit les larmes piquer ses yeux. Jamais personne n'avait parlé d'elle ainsi, ne l'avait défendue avec tant de conviction. Mais elle ressentit aussi une culpabilité terrible. Elle causait des problèmes, mettant Auguste contre la famille de sa défunte épouse. Ce n'était pas juste, ce n'était pas bien. Elle n'était pas venue ici pour ça. Elle prit une décision. Elle attendit que les voix dans le bureau se taisent et retourna rapidement à sa maisonnette. Elle prit le petit ballot où elle gardait ses quelques biens, les 2 changes de vêtements qu'elle ne portait pas, quelques livres qu'Auguste avait dit qu'elle pouvait emprunter. Elle écrivit un mot court, remerciant pour tout et expliquant qu'elle pensait qu'il valait mieux partir. Elle ne mentionna pas Eugénie, elle ne blâma personne. Elle dit seulement qu'elle sentait qu'il était temps d'aller de l'avant et qu'elle n'oublierait jamais sa bonté. Elle était sur le point de sortir quand elle entendit un cri venant du manoir. C'était Joséphine, une voix stridente de panique. « Patron, venez vite, c'est le petit !» Hélène laissa tomber le ballot et courut. Elle trouva Joséphine dans la chambre de Martin au 1er étage. Le garçon était dans le lit, pâle comme de la cire, tremblant violemment. Son front était chaud comme de la braise au toucher. Auguste arriva en courant juste après, et son expression se transforma en terreur en voyant son fils. « Il allait bien plus tôt, » dit Joséphine d'une voix tremblante. « Il a déjeuné normalement. Après, il a dit qu'il était fatigué et est allé dormir. Quand je suis venu vérifier, il était comme ça. » Auguste toucha le front de son fils et jura tout bas. « Il est brûlant. Je dois aller chercher le docteur Menard au village. Ça va prendre 2 heures au moins. » Eugénie apparut à la porte de la chambre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Martin !» disait Auguste, bougeant déjà. « Forte fièvre, je vais chercher le médecin maintenant. » Hélène s'entendit parler avant de penser. « Je peux aider. Ma mère m'a appris les herbes et les fièvres. Je peux faire baisser la température pendant que vous cherchez le médecin. » Auguste la regarda, et pour la première fois depuis des jours, elle vit les murs tomber. Il y avait du désespoir pur dans ses yeux. « Vous savez vraiment ?» Hélène acquiesça fermement. « Je sais, ma grand-mère a eu une fièvre comme ça une fois, ma mère l'a soignée. Elle m'a appris quoi faire. » Auguste n'hésita pas. « Faites-le, » demanda-t-il. « S'il vous plaît. Je vais chercher le médecin. Prenez soin de lui. » Il sortit en courant. Hélène entendit ses pas lourds descendre les escaliers, la porte claquer, les chevaux être préparés. Elle se tourna vers Joséphine. « J'ai besoin d'eau froide, de linge propre, et si vous avez à la cuisine, de l'écorce de saule et des feuilles de menthe. » Joséphine courut chercher. Eugénie resta debout à la porte. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda-t-elle soupçonneuse. Hélène ignora le ton et commença à enlever la couverture lourde de Martin. « Je vais faire baisser sa fièvre avant qu'elle ne cause des convulsions, » expliqua-t-elle. « La fièvre haute peut être dangereuse chez les enfants. Il faut la faire baisser vite. » Joséphine revint avec les objets. Hélène plongea les linges dans l'eau froide et en plaça un sur le front de Martin, d'autres sur le cou et les poignets. Elle commença à faire bouillir l'écorce de saule avec les feuilles de menthe pour faire une tisane. Pendant que l'eau bouillait, elle changeait les linges constamment
les gardant froids. Martin gémissait doucement, délirant. Hélène lui parlait d'une voix douce, disant que tout allait bien, qu'elle prenait soin de lui, que son père reviendrait bientôt. Quand la tisane fut prête, elle attendit qu'elle refroidisse un peu et aida Martin à boire de petites gorgées. Le garçon était si faible qu'il arrivait à peine à avaler, mais Hélène fut patiente, une gorgée à la fois. « Allez, Martin, ça va t'aider, je te promets. » Eugénie observait de loin, et pour la première fois, il n'y avait pas d'hostilité dans son regard. Il y avait quelque chose de plus proche du respect réticent. Les heures s'écoulèrent. Hélène ne quitta pas le côté de Martin une seule minute. Elle continua de changer les linges, donnant la tisane à petite dose, surveillant la température. Lentement, très lentement, elle commença à percevoir un changement. La peau de Martin n'était plus aussi brûlante. Le tremblement diminua. Il semblait entrer dans un sommeil plus naturel que le délire fiévreux. Quand Auguste revint finalement avec le médecin, il faisait déjà nuit. Il monta les escaliers en courant, le docteur Menard juste derrière. Ils trouvèrent Hélène assise à côté du lit de Martin, épuisée mais vigilante. Le garçon dormait tranquille maintenant, respiration normale, peau encore chaude, mais pas dangereusement. Auguste s'arrêta à la porte, regardant son fils puis Hélène. « La fièvre » demanda-t-il d'une voix rauque. « Elle a baissé, » répondit Hélène. « Il est encore un peu chaud, mais rien de comparable à avant. J'ai donné de la tisane d'écorce de saule et je l'ai maintenue refroidie avec des linges. » Le docteur Menard s'approcha et examina Martin avec soin, vérifiant la température, les battements du cœur, regardant les yeux et la gorge. Puis, il se tourna vers Hélène. « Mademoiselle a fait un excellent travail, dit-il. Vous avez sauvé ce garçon. Une fièvre aussi haute, chez un enfant de cet âge, peut causer des dommages sérieux ou pires. Mais il est hors de danger maintenant. Il aura besoin de repos et de soins, mais il ira bien. » Auguste chancela légèrement, s'appuyant contre le cadre de la porte. Il ferma les yeux un instant et Hélène vit ses lèvres bouger dans une prière silencieuse de gratitude. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient brillants. « Merci, » dit-il en regardant directement Hélène. « Je n'ai pas de mots suffisants. Vous avez sauvé mon fils. » Hélène sentit les larmes venir enfin. « J'ai fait ce que n'importe qui ferait, » dit-elle. « C'est un garçon spécial. Je ne pouvais rien laisser lui arriver. » Le docteur Menard laissa des instructions de soins et partit. Joséphine resta avec Martin pendant qu'il dormait. Eugénie s'était retirée silencieusement dans sa chambre. Et Hélène, épuisée, commença à descendre les escaliers. Mais Auguste la suivit. « Hélène » appela-t-il. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Il descendit jusqu'à être à côté d'elle. « Vous alliez partir » dit-il. « Ce n'était pas une question. J'ai vu le ballot. » Hélène ferma les yeux. « J'ai vu que je causais des problèmes, » admit-elle. « Votre belle-sœur a raison. Ma présence ici complique les choses. Il vaut mieux que je parte avant que ça n'empire. » Auguste saisit son bras doucement, la tournant pour lui faire face. « Non, » dit-il avec fermeté. « Vous n'allez nulle part. » Hélène essaya de protester. « Mais elle, Eugénie... » « Eugénie part demain, » l'interrompit Auguste. « J'ai déjà décidé. Je lui ai dit qu'elle doit retourner à Lyon. Elle ne peut pas rester ici à dicter comment je dois vivre ma vie. »« Mais c'est la sœur de votre femme, » dit Hélène. « Sa famille. »« Et elle vit prisonnière du passé, » répondit Auguste. « Tout comme j'ai vécu pendant 2 ans. Mais vous m'avez montré qu'il est possible de vivre à nouveau, de ressentir à nouveau. Et je ne laisserai personne, pas même Eugénie, me prendre ça. » Hélène le regarda avec des larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. Auguste leva la main et essuya une larme de sa joue avec le pouce. Un geste si tendre qu'elle retint son souffle. « Ne dites rien encore, » demanda-t-il. « Je sais que c'est tôt, je sais qu'il y a beaucoup à considérer. Mais je veux que vous restiez, pas seulement comme institutrice de Martin. Je veux que vous soyez ici parce que quand vous êtes prêt, je me sens vivant à nouveau. Et j'espère beaucoup que peut-être vous ressentez quelque chose de semblable. » Hélène ne réussit pas à parler. Elle acquiesça simplement, et ce fut suffisant.
Auguste sourit, la première fois qu'elle voyait un vrai sourire de sa part, et c'était magnifique. « Reposez-vous, dit-il. Vous avez passé la nuit entière à soigner Martin. Vous avez besoin de dormir. » Hélène approuva et marcha jusqu'à sa maisonnette, mais cette fois, elle ne prit pas le ballot. Elle le laissa où il était, parce que maintenant, elle savait qu'elle n'allait nulle part, pas encore, peut-être jamais. Eugénie partit le lendemain comme Auguste l'avait promis. Elle fit ses adieux à Martin avec une affection sincère, mais regarda à peine Hélène. Au moment de monter dans la calèche, elle se tourna vers Auguste. « J'espère que tu sais ce que tu fais, dit-elle. « Je sais exactement, répondit-il, pour la première fois depuis longtemps. » La calèche partit, soulevant la poussière sur la route, et Hélène sentit comme si un poids énorme avait été levé. Les jours qui suivirent, quelque chose changea entre Hélène et Auguste. Il y avait moins d'hésitation maintenant, moins de murs. Il recommença à dîner avec elle et Martin. Il parlait de livres, du domaine, des projets pour les leçons de Martin. Et parfois, quand ils pensaient que personne ne regardait, leurs yeux se rencontraient et restaient ainsi pendant des secondes précieuses, communiquant des choses que les mots ne pouvaient pas encore dire. Martin se rétablit complètement, et sa première question au réveil fut si Hélène allait bien. Elle l'étreignit, sentant l'amour pour ce garçon qui était devenu si spécial pour elle. Et quand Auguste fut témoin de l'étreinte, quelque chose passa sur son visage qu'Hélène reconnut. C'était de l'espoir, c'était une possibilité, c'était le début de quelque chose que tous deux craignaient de nommer, mais ne pouvaient plus nier. Mais les défis n'étaient pas encore terminés, car dans quelques semaines arriverait au domaine une nouvelle qui testerait tout ce qu'il commençait à construire, et Hélène devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie, entre l'amour qui commençait à fleurir et la dignité pour laquelle elle avait tant lutté pour récupérer. Mais apporta les premières gelées, et avec elles un changement dans l'atmosphère du domaine de Valcèdre. Hélène se réveillait plus tôt maintenant, allumant le poêle à bois de sa maisonnette avant même le lever du soleil pour chasser le froid qui pénétrait par les fentes. Cela faisait déjà 2 mois depuis son arrivée et la vie avait trouvé un rythme qui semblait presque naturel. Les leçons avec Martin avançaient rapidement, le garçon lisait déjà des phrases complètes et commençait à écrire de petits textes. Et Auguste était de plus en plus présent, non seulement comme patron ou père de son élève, mais comme quelque chose de plus qu'aucun des deux n'avait encore le courage de définir complètement. C'était un samedi matin, alors qu'Hélène était dans la bibliothèque en train de ranger les livres que Martin avait utilisés pendant la semaine, qu'Auguste entra avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Il tenait une lettre à la main, et il y avait de la tension dans ses épaules. « Hélène, dit-il en fermant la porte derrière lui, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Son cœur s'accéléra. « Bien sûr, » répondit-elle en remettant les livres sur l'étagère. « Que s'est-il passé ?» Auguste s'approcha, la lettre toujours à la main. « J'ai reçu des nouvelles du notaire du village, à propos de la propriété où vous viviez avec vos parents. » Hélène sentit son estomac se retourner. Elle ne s'attendait pas à entendre parler de ça un jour. Elle avait essayé d'enterrer les souvenirs de l'incendie au fond de son esprit. « Quoi, à propos d'elle ?» demanda-t-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Auguste hésita. « La terre est mise aux enchères pour payer des dettes en souffrance, des impôts en retard que votre père devait. Cela aura lieu la semaine prochaine. » Hélène s'assit sur l'une des chaises, sentant ses jambes flancher. Elle savait que son père luttait avec l'argent, que les dernières années avaient été difficiles, avec des sécheresses et de mauvaises récoltes. Mais elle n'imaginait pas qu'il y avait des dettes. « Je n'ai pas d'argent pour payer, » dit-elle simplement. « Ni pour empêcher la vente, ni pour racheter la terre. Il vaut mieux laisser aller. C'était tout ce qui restait de ma famille, mais cela ne sert à rien maintenant. » Auguste s'agenouilla devant elle, se mettant au niveau de ses yeux. « Je peux l'acheter, » dit-il, « aux enchères. Je peux acquérir la propriété et vous la rendre. Elle est petite, mais la terre est bonne. Elle pourrait être à vous. » Hélène le regarda sans y croire. « Pourquoi feriez-vous cela ?»
Vous avez déjà tant fait pour moi. Je ne peux pas accepter plus. Auguste prit ses mains entre les siennes, grandes et chaudes. Parce que je veux que vous ayez quelque chose à vous, expliqua-t-il. Quelque chose que personne ne puisse vous enlever. Vous êtes arrivé ici sans rien, et je déteste l'idée que vous soyez encore dans cette position. Si vous avez une propriété, vous avez la sécurité. Vous avez un avenir. Hélène sentit les larmes piquer. Mais ce serait votre propriété, pas la mienne. Vous l'achèteriez. Ce serait de la charité, encore une fois. Ce ne serait pas de la charité, dit Auguste fermement. Ce serait un investissement. Vous pourriez travailler la terre, planter ce que vous voudriez. Ou vous pourriez juste l'avoir comme garantie, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle serait à vous. Hélène retira ses mains, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, elle voyait les champs s'étendre jusqu'à l'horizon, la terre fertile qui appartenait à Auguste. « Et vous ne comprenez pas, dit-elle sans se retourner. Si j'accepte cela, tout le monde dira que je me suis vendu, que j'ai séduit le veuf riche pour obtenir une propriété. J'ai déjà entendu les chuchotements au village quand je vais avec Joséphine faire les courses. Les femmes murmurent quand je passe. Elles disent que je suis arrivé de nulle part et que j'habite déjà au domaine, portant les vêtements de la défunte patronne, m'occupant du fils, comme si c'était ma famille. » Auguste resta silencieux un moment, qui parut éternel. Puis, il se leva et marcha jusqu'à être derrière elle. Hélène pouvait sentir sa chaleur, si proche, mais sans la toucher. « Et vous, que voulez-vous » demanda-t-il bas. « Pas ce que les gens vont dire ou penser. Que voulez-vous » Hélène ferma les yeux. C'était une question impossible, parce que ce qu'elle voulait et ce qu'elle pouvait avoir semblaient être des choses complètement différentes. « Je veux de la dignité, » chuchota-t-elle. « Je veux que, quand les gens me regardent, ils voient une femme honnête qui travaille dur, pas une opportuniste qui a profité d'un homme en deuil. »« Et moi ?» demanda Auguste, encore plus bas. « Que voulez-vous de moi ?» La question la frappa comme la foudre. Hélène se retourna lentement pour lui faire face. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les fines lignes autour de ses yeux, les fils gris aux tempes, la façon dont il la regardait avec une intensité qui faisait battre son cœur la chamade. « Je ne peux rien vouloir de vous, » dit-elle. « Ce ne serait pas bien. »« Pourquoi ?» pressa-t-il. « Parce que vous m'avez sauvé quand je n'avais rien. N'importe quel sentiment que j'aurais serait contaminé par la gratitude. » « Comment sauriez-vous si c'est réel ?» Auguste leva la main doucement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Mais Hélène ne s'éloigna pas. Il toucha son visage gentiment, le pouce caressant sa joue. « Je sais que c'est réel, » dit-il. « Je le sais depuis le jour où j'ai mesuré vos pieds et vu du courage dans vos yeux. Pas de la pitié, pas seulement du besoin. J'ai vu de la force. J'ai vu une femme qui a marché 3 jours pieds nus parce qu'elle refusait d'abandonner. Et chaque jour depuis lors n'a fait que confirmer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. » Hélène sentit une larme couler. « Mais, Caroline, chuchota-t-elle, votre femme, vous l'aimiez. »« Je l'aimais, » concéda Auguste. « Et j'aurai toujours une place pour elle dans mon cœur. Elle a été la mère de mon fils, ma compagne pendant des années. Mais elle est partie, Hélène. Et j'ai passé 2 ans mort à l'intérieur, existant seulement. Jusqu'à ce que vous apparaissiez et me rappeliez que je suis encore vivant, que je peux encore ressentir. Et ce que je ressens pour vous ne diminue pas ce que j'ai ressenti pour Caroline. Ce sont des choses différentes, à des temps différents. » Hélène déglutit difficilement. « J'ai peur, » admit-elle, « de ce que les gens vont dire, de ce que cela va signifier, de tout gâcher parce que je ne sais pas comment faire ça. »« Moi aussi j'ai peur, » confessa Auguste. « Peur de ne pas être suffisant, peur de vous blesser, peur que vous restiez seulement par gratitude et que vous vous réveilliez un jour pleine de ressentiment. Mais j'ai encore plus peur de vous laisser partir et de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. » Hélène regarda dans ses yeux noisettes et y vit la vérité. Pas une gratitude aveugle ou une obligation, mais une connexion réelle.
Deux personnes qui s'étaient trouvées au moment le plus difficile et avaient reconnu quelque chose l'un dans l'autre qui valait la peine d'être protégé. « Alors, n'achetez pas la propriété, dit-elle finalement. Du moins, pas encore. Je ne veux pas que ce soit un grand geste ou un sacrifice, si vous ressentez ce que vous dites ressentir, et si je ressens ce que je crois ressentir, alors nous avons le temps. Nous pouvons découvrir ensemble, doucement, sans la pression de ce que les gens vont dire ou de ce que nous nous devons l'un l'autre. » Auguste acquiesça lentement. « Vous avez raison. Allons doucement. Mais, Hélène, je veux que vous sachiez une chose. » Il se pencha plus près, la voix rauque. « Je ne fais pas cela par pitié ou obligation. Je le fais parce que quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense est de vous voir. Et quand je me couche le soir, je m'endors en pensant à votre voix, à votre sourire, à la façon dont vous vous occupez de mon fils, comme s'il était le vôtre. Ce n'est pas de la gratitude, c'est quelque chose de bien plus grand. » Et alors, assez doucement pour qu'elle puisse refuser si elle le voulait, il se pencha et embrassa son front. Ce fut un toucher chaste, respectueux, mais chargé de promesses. Hélène ferma les yeux, sentant les larmes couler librement maintenant. Quand il s'éloigna, elle ouvrit les yeux et pour la première fois se permit d'imaginer une possibilité réelle d'avenir. Pas un avenir construit sur l'obligation ou le sauvetage, mais sur le choix, sur le fait de vouloir être là, non par besoin, mais par désir. Les jours qui suivirent furent différents. Il y avait de la légèreté maintenant, une permission tacite pour que les sentiments qui grandissaient puissent exister sans culpabilité. Auguste commença à apparaître plus souvent aux leçons, non seulement pour observer, mais pour participer. Il s'asseyait avec Martin et Hélène, aidant avec des problèmes de mathématiques ou lisant à voix haute. Le garçon remarqua le changement et devint visiblement plus heureux. Un après-midi, il demanda innocemment si Hélène pouvait rester pour toujours. Et quand elle hésita, ce fut Auguste qui répondit. « J'espère que oui, » dit-il en regardant Hélène, « si elle le veut. » Mais la paix ne durerait pas. Par un après-midi de mercredi, alors qu'Hélène revenait du village après avoir fait des courses avec Joséphine, elles virent un groupe de femmes discutant sur la place. Quand Hélène passa, les conversations s'arrêtèrent. L'une d'elles, une tenancière de pension locale nommée Sylviane, la dévisagea sans vergogne. « C'est vrai que vous habitez au domaine de Valcèdre ?» demanda-t-elle, assez fort pour que tout le monde autour entende. Joséphine essaya de tirer Hélène pour continuer à marcher, mais Hélène s'arrêta. « C'est vrai, » répondit-elle avec calme. « Je travaille là-bas comme institutrice du fils de Monsieur Auguste. » Sylviane échangea des regards significatifs avec les autres femmes. « Institutrice » répéta-t-elle sur un ton plein d'insinuation. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» Hélène sentit son sang bouillir. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle en gardant une voix ferme. « J'enseigne aux garçons à lire et écrire. C'est un travail honnête. » Une autre femme, plus âgée et vêtue de noir, parla. « Honnête, c'est d'arriver sans rien et en 2 mois porter des vêtements fins et habiter dans la maison du propriétaire. Tout le monde sait que ces vêtements étaient à la défunte Madame Caroline. Quelle rapidité à prendre sa place. » Joséphine fit un pas en avant. « Faites attention à ce que vous dites, » avertit-elle. « La demoiselle n'a rien fait de mal. » Mais le mal était fait. D'autres personnes sur la place écoutèrent maintenant, curieuses. Hélène sentit l'humiliation brûler ses joues, mais refusa de baisser la tête. « J'ai perdu ma famille entière dans un incendie, » dit-elle clairement. « Je suis arrivée au domaine parce que mon père y a travaillé il y a des années et je n'avais plus personne. Monsieur Auguste m'a donné du travail. C'est tout. S'il y a quelque chose de mal à accepter une aide honnête quand on est désespéré, alors condamnez-moi, mais n'inventez pas d'histoire qui n'existe pas. » Elle se tourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Joséphine courant derrière. Quand elles arrivèrent à la carriole, Hélène tremblait. « Ne faites pas attention à elle, » dit Joséphine avec colère. « Ce sont des commères jalouses qui n'ont rien de mieux à faire. »
Mais Hélène savait que ce n'était pas si simple. Les ragots avaient du pouvoir. Ils pouvaient détruire des réputations, ruiner des vies, et plus important, ils pouvaient arriver aux oreilles d'Auguste et lui faire honte dans la communauté. Ce soir-là, pendant le dîner au manoir, Hélène était silencieuse. Auguste le remarqua. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, quand Martin sortit de table pour jouer. Hélène hésita, mais raconta ensuite l'incident au village. Elle vit la mâchoire d'Auguste se serrer pendant qu'il écoutait. Quand elle eut terminé, il posa ses couverts de côté. « Je vais parler à ces femmes, » dit-il avec une colère contenue. « Je vais être clair sur le fait que je ne tolérerai pas ce genre de comportement. »« Non, » dit Hélène rapidement, « cela ne fera qu'empirer les choses. Elles diront que je vous fais me défendre, que j'ai de l'influence sur vous. C'est exactement ce qu'elles veulent croire. » Auguste la regarda frustré. « Alors, que voulez-vous que je fasse ? Laissez qu'on parle de vous ainsi ?» Hélène prit une profonde inspiration. « Je veux que nous arrêtions de nous cacher, » dit-elle. « S'il y a quelque chose entre nous, quelque chose de réel, alors cela ne devrait pas être un secret, mais cela doit aussi être fait de la bonne manière, avec respect pour la mémoire de votre femme et pour la communauté. Cela ne peut pas sembler sournois ou honteux. » Auguste resta silencieux, réfléchissant. « Vous avez raison, » admit-il finalement. « Mais je ne laisserai pas qu'on vous maltraite, vous méritez le respect. » Hélène sentit son cœur se réchauffer. « Merci, » dit-elle doucement, « mais le respect ne s'exige pas, il se gagne, et je vais le gagner avec le temps et le travail. Vous avez juste besoin de me faire confiance. » Auguste étendit sa main sur la table, paume vers le haut. Hélène la regarda, puis posa sa propre main dans la sienne. « J'ai confiance, » dit-il. « Et si vous aimez l'histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant passons au moment le plus émouvant. Ce fut la semaine suivante que tout changea pour de bon. Hélène était dans sa maisonnette par un après-midi pluvieux, raccommodant une des robes, quand elle entendit frapper urgemment à la porte. Elle ouvrit et trouva Théodore trempé, le chapeau dégoulinant d'eau. « Mademoiselle Hélène, » dit-il haletant, « vous devez venir vite, le patron a eu un accident. » Hélène sentit le monde s'arrêter. « Quoi? Où ?» Il vérifiait la clôture nord, expliqua Théodore. Son cheval a marché dans un trou et il est tombé. Il s'est cogné la tête sur une pierre. Il saigne beaucoup. Hélène ne réfléchit pas. Elle prit sa cape et courut derrière Théodore qui allait déjà vers l'écurie. Ils montèrent à cheval et galopèrent sous la pluie, l'eau froide frappant le visage d'Hélène, mais elle le sentait à peine. Elle pensait seulement à arriver jusqu'à Auguste. Ils le trouvèrent appuyé contre un arbre, tenant un linge ensanglanté sur la tête. 2 ouvriers étaient avec lui, regardant inquiets. Quand Auguste vit Hélène, ses yeux s'écarquillèrent. « Hélène, qu'est-ce que vous faites là ?» Elle descendit de cheval et courut jusqu'à lui, s'agenouillant dans la boue. « Laissez-moi voir, » demanda-t-elle. Il écarta le linge, révélant une coupure profonde au-dessus du sourcil. Cela saignait beaucoup, comme les blessures à la tête le font toujours, mais Hélène se força à garder son calme. « Il faut des points, » dit-elle, « et cela doit être nettoyé convenablement, sinon ça peut s'infecter. Nous devons le ramener. » Les ouvriers aidèrent Auguste à monter, mais il était trop étourdi pour tenir les rênes convenablement. Hélène monta derrière lui, le tenant fermement, pendant que Théodore conduisait le cheval lentement vers le domaine. Au manoir, Hélène commanda. « Joséphine, de l'eau bouillie et des linges propres. Théodore, allez chercher le docteur Menard. » Tous s'activèrent pour obéir. Elle aida Auguste à monter dans sa chambre, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. C'était une pièce masculine et simple, avec un grand lit en bois sombre et des meubles spartiates. Hélène l'assit sur le lit et commença à nettoyer la plaie avec soin. Auguste l'observait à travers le brouillard de la douleur. « Vous n'aviez pas besoin de venir, » dit-il. « Vous êtes trempé, vous allez tomber malade. »« Taisez-vous, » dit Hélène sans brusquerie, « et restez tranquille. » Elle travailla avec l'efficacité qu'elle avait apprise de sa mère, nettoyant la plaie, appliquant une pression jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
Quand le docteur Menard arriva une demi-heure plus tard, il examina son travail et acquiesça d'un air approbateur. « Vous avez tout fait correctement, dit-il à Hélène. Maintenant, j'ai juste besoin de faire les points. Pouvez-vous le tenir ? Parfois, les hommes adultes se comportent pire que les enfants avec une aiguille. » Hélène tint la main d'Auguste pendant que le médecin recousait la plaie. Elle sentit ses doigts serrer les siens chaque fois que l'aiguille traversait la peau, mais il ne se plaignit pas. Il resta à la regarder tout le temps, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui faisait oublier de respirer. Quand le docteur eut terminé et parti avec des instructions de repos, Hélène réalisa qu'elle tenait encore la main d'Auguste. Elle essaya de lâcher, mais il ne la laissa pas. « Restez !» demanda-t-il. « Juste encore un peu. J'ai la tête qui tourne, et votre présence aide. » Hélène aurait dû partir. Ce n'était pas convenable d'être là, dans sa chambre, seule. Mais elle ne put refuser. Elle s'assit au bord du lit, tenant encore sa main. Ils restèrent ainsi de longues minutes en silence. Puis Auguste parla d'une voix basse. « J'ai pensé que j'allais mourir un instant, quand je suis tombé et que j'ai cogné ma tête. Et vous savez quelle a été ma première pensée ?» Hélène secoua la tête. « Quoi ? Que je ne vous avais pas dit à quel point vous comptiez pour moi, que j'allais partir sans que vous le sachiez. » Hélène sentit les larmes emplir ses yeux. « Ne parlez pas comme ça, dit-elle. Vous allez bien, c'était juste un accident. » Auguste tira sa main, l'amenant plus près. « Mais cela m'a fait réaliser que nous ne pouvons pas attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que maintenant, et ce que nous choisissons d'en faire. » Il s'assit avec effort, malgré les protestations d'Hélène, se rapprochant encore. « Hélène, dit-il avec intensité, je me moque de ce que les gens disent. Je me moque si c'est trop tôt ou si la société n'approuve pas. Je sais ce que je ressens. Je vous aime. J'aime votre force, votre bonté, la façon dont vous aimez mon fils. J'aime comment vous me donnez envie d'être un homme meilleur. Et je sais que c'est tôt. Je sais qu'il y a beaucoup à résoudre, mais je ne peux plus garder ça. Vous devez savoir. » Hélène pleurait ouvertement maintenant. « Moi aussi, chuchota-t-elle, je vous aime aussi. J'ai essayé de ne pas aimer, j'ai essayé de garder mes distances, mais je n'y arrive pas. Vous m'avez fait sentir que j'avais encore de la valeur quand je croyais avoir tout perdu. Vous m'avez fait sentir vu, pas seulement pour votre charité, mais pour qui je suis vraiment. » Et Auguste l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser chaste sur le front comme avant. Ce fut un vrai baiser, profond, chargé de tout le sentiment qu'il gardait. Hélène répondit, ses mains montant vers son visage, faisant attention à la blessure, mais ne voulant pas lâcher. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Épousez-moi, dit Auguste, pas maintenant, pas demain, mais quand vous serez prête, quand nous aurons fait ça de la bonne manière, de la manière que vous méritez. Je veux que vous soyez ma femme, Hélène. Je veux construire une vie avec vous. » Hélène pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Mais, et les gens ?» demanda-t-elle. « Les ragots ?» Auguste sourit pour la première fois depuis l'accident. « Qu'ils parlent. Nous prouverons qu'ils ont tort. Nous ferons ça bien, avec des fiançailles publiques, un temps de deuil respecté, tout comme il se doit. Mais à la fin, vous serez ma femme. Si vous acceptez. »« J'accepte, » dit Hélène sans hésiter. « Oui, j'accepte. » Ils s'embrassèrent à nouveau, et pour la première fois depuis qu'Hélène avait tout perdu dans l'incendie, elle sentit qu'elle avait un foyer à nouveau. Pas un lieu physique, mais une personne. Auguste était son foyer maintenant, tout comme elle était le sien. Les mois suivants furent ceux de la transformation. Auguste annonça les fiançailles publiquement au village, affrontant les regards et les commentaires avec une dignité ferme. Il expliqua l'histoire d'Hélène, ce qui était arrivé à sa famille, comment elle était arrivée au domaine. Il parla d'elle non comme d'un objet de charité, mais comme d'une femme de valeur qui avait gagné son respect et son amour. Et lentement, très lentement, l'attitude de la communauté commença à changer. Cela aida qu'Hélène travailla inlassablement. En plus d'enseigner à Martin, elle commença à offrir des cours d'alphabétisation aux enfants des métayers du domaine.
Les samedis, elle recevait les enfants dans la bibliothèque et leur apprenait à lire. Les mères de ces enfants se mirent à la voir différemment. Pas comme une intruse ou une opportuniste, mais comme une personne qui contribuait, qui donnait sans attendre de retour. Le mariage eut lieu par une journée ensoleillée d'octobre, 6 mois après les fiançailles. Ce fut une cérémonie simple dans la chapelle du domaine, avec le prêtre du village officiant. Hélène portait une robe blanche simple que Joséphine avait aidé à coudre, et aux pieds se trouvaient les chaussures en cuir que Théodore avait faites des mois auparavant, maintenant usées par l'usage, mais encore fermes. Ce fut Martin qui conduisit Hélène à Auguste à l'autel, le garçon rayonnant dans son rôle, et quand le prêtre les déclara mari et femme, même les commères qui avaient initialement critiqué durent admettre qu'ils formaient un beau couple. La vie au domaine de Valcèdre prit une nouvelle couleur. Hélène n'était plus seulement institutrice ou hôte, elle était la maîtresse de maison, épouse et mère de Martin, qui l'appelait maman avec naturalité et amour. Elle transforma la bibliothèque en petite école, formalisant les cours pour les enfants de la région. Auguste construisit une annexe spécialement pour cela, avec un grand tableau noir et des pupitres. En 1 an, Hélène enseignait à 20 enfants régulièrement. Elle fit aussi des changements dans la maison. Elle n'effaça pas la mémoire de Caroline, mais ajouta sa propre présence. De nouveaux tableaux au mur, un jardin d'herbes médicinales à l'arrière, de petites touches qui rendaient l'endroit plus vivant. Et Auguste s'épanouissait avec elle. L'homme fermé et triste qu'elle avait connu se transforma en quelqu'un qui souriait facilement, qui jouait avec son fils, qui l'enlaçait par la taille quand elle cuisinait et lui murmurait combien il l'aimait. Eugénie revint pour une visite 1 an après le mariage. Hélène était appréhensive, mais la belle-sœur arriva avec une attitude différente. Elle avait encore des réserves, c'était évident. Mais quand elle vit Martin heureux et bavard, lui lisant des livres entiers et résolvant des problèmes mathématiques complexes, elle dut reconnaître la valeur d'Hélène, et quand elle vit Auguste véritablement heureux pour la première fois depuis la mort de sa sœur, quelque chose en elle céda. La veille de son départ, Eugénie appela Hélène pour une conversation privée. « J'ai été dure avec vous, admit-elle. Injuste, je vous voyais comme une menace à la mémoire de Caroline. Mais je vois maintenant que ce n'est pas le cas. Ma sœur voudrait qu'Auguste soit heureux. Elle voudrait que Martin ait une mère aimante. Vous donnez ces 2 choses. Je ne vais pas dire que je comprends complètement, ou que cela ne me fait pas mal de voir un autre visage là où je voyais le sien. Mais je reconnais que vous faites du bien à cette famille, et pour cela je vous remercie. » Hélène accepta la paix offerte avec grâce. « Je ne suis pas venue pour la remplacer, » dit Hélène. « Je suis venue parce que je n'avais pas le choix. Mais je suis restée parce que j'ai choisi d'aimer. Et j'aime cette famille. » Eugénie acquiesça et pour la première fois sourit à Hélène, un sourire sincère bien que petit. 2 ans après le mariage, Hélène donna naissance à une fille qu'ils appelèrent Amélie, en hommage à la mère d'Hélène. Et 3 ans plus tard, vint un autre garçon, Paul. Le manoir se remplit de sons d'enfants, de rires, de vie. Martin grandit fort et intelligent. Partant étudier à Lyon à 15 ans, mais revenant toujours pour les vacances plein d'histoires, et gardant des liens profonds avec Hélène qu'il considérait comme sa vraie mère. La petite école d'Hélène grandit tellement qu'Auguste construisit un bâtiment plus grand, engageant une autre institutrice pour aider. Les enfants venaient de kilomètres à la ronde pour étudier là. Et Hélène, qui était arrivée pieds nus et sans rien, devint respectée non seulement comme l'épouse d'Auguste, mais pour son propre mérite. C'était maîtresse Hélène, la femme qui enseignait avec patience et amour, qui ne refusait jamais un enfant, qu'il soit pauvre ou riche. Par un après-midi de dimanche, 15 ans après ce jour où elle était arrivée ensanglantant la route avec ses pieds blessés, Hélène était sur la terrasse du manoir, observant ses enfants jouer dans le jardin. Amélie essayait d'apprendre à Paul à lire, imitant sa mère en tout. Martin, maintenant un jeune homme de 20 ans, était en visite avec sa fiancée. Le domaine prospérait.
L'école avait 40 élèves, et la vie était pleine d'une manière qu'Hélène n'avait jamais imaginé possible en ces jours sombres, après l'incendie. Auguste sortit de la maison et la rejoignit, passant son bras autour de sa taille. Il avait 53 ans maintenant, les cheveux plus blancs, mais ses yeux brillaient toujours quand il la regardait. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Hélène s'appuya contre lui. « Aux chaussures » répondit-elle. Auguste rit. « Tu y penses encore » Hélène acquiesça. « Tous les jours. Ce fut le premier moment où j'ai senti que je comptais, que je n'étais pas juste un problème à résoudre, mais une personne à voir. Tu m'as donné de la dignité avant de me donner de l'amour, et cela a fait toute la différence. » Auguste la tourna pour lui faire face. « Tu m'as rendu la vie, dit-il, quand j'étais prêt à seulement exister jusqu'à mourir. Tu m'as montré que l'amour peut venir 2 fois dans une vie, de formes différentes, mais pas moins réelles. » Hélène l'embrassa doucement. « Nous avons été des cadeaux l'un pour l'autre au bon moment, dit-elle, quand nous avions tous les deux besoin de guérison. » Et Auguste approuva, la serrant plus fort. Ce soir-là, après le grand dîner avec toute la famille, Hélène entra dans le bureau d'Auguste où il gardait des objets précieux. Sur une étagère spéciale, encadrée sous verre, se trouvaient les chaussures en cuir original que Théodore avait faites il y a si longtemps. Elles étaient usées maintenant, la semelle fine à force d'usage, le cuir craquelé par endroits. Mais elles étaient belles, elles étaient le symbole de tout ce qu'ils avaient construit. Du moment où la dignité et l'amour s'étaient rencontrés dans un domaine de la campagne française et avaient transformé 2 vies brisées en une famille entière et heureuse. Hélène toucha le verre, légèrement. « Merci », chuchota-t-elle, ne sachant pas bien qui elle remerciait. Peut-être le destin qui l'avait amenée ici, peut-être la mémoire de ses parents qui lui avaient appris à ne jamais abandonner. Peut-être Auguste qui avait vu en elle plus que ce que les apparences suggéraient. Ou peut-être elle-même, pour avoir eu le courage d'accepter de l'aide quand elle en avait besoin et de l'amour quand il fut offert. Auguste apparut derrière elle, ses bras l'enveloppant. « Ces chaussures ont sauvé ma vie, » dit Hélène tout bas. « Pas seulement mes pieds, ma vie entière, parce que quand tu t'es agenouillé et as mesuré mes pieds ce jour-là, tu m'as montré que j'avais encore de la valeur, que je méritais qu'on prenne soin de moi, et cela m'a donné la force de continuer. » Auguste embrassa le sommet de sa tête. « Tu as toujours eu de la valeur, dit-il. J'ai juste eu la chance de le reconnaître. » Des années plus tard, quand Hélène était grand-mère de 7 petits-enfants et que l'école s'était agrandie pour avoir 3 institutrices, elle racontait encore l'histoire des chaussures à qui voulait l'entendre. Elle la racontait à ses petites filles quand elles demandaient comment elle et grand-père s'étaient rencontrés. Elle la racontait aux élèves les plus âgés quand elle enseignait la dignité et le respect de soi. Elle la racontait aux nouveaux métayers qui arrivaient au domaine, cherchant une opportunité, montrant que tout le monde mérite une chance. Et elle terminait toujours l'histoire de la même manière. « Le véritable amour, disait-elle, n'est pas celui qui vous sauve. C'est celui qui vous voit quand vous êtes brisé et choisit de vous honorer de toute façon. Qui vous donne les outils pour vous reconstruire vous-même au lieu de vous porter, qui offre la dignité avant d'offrir l'affection. Parce que la dignité est la fondation. Sans elle, tout s'effondre, mais avec elle, on peut construire n'importe quoi, même une vie entière nouvelle. » Hélène Ferrier vécut jusqu'à 82 ans, entourée d'une famille grande et aimante. Quand elle partit, ce fut en paix, sachant qu'elle laissait un héritage. L'école qu'elle avait fondée continua pendant des générations. Ses enfants et petits-enfants honorèrent sa mémoire en gardant vivant les valeurs qu'elle avait enseignées. Et les chaussures, ces simples chaussures en cuir que Théodore avait faites avec tant de soin des décennies plus tôt, restèrent au domaine. Elles furent finalement données au petit musée local, où elles restèrent exposées avec une plaque racontant l'histoire. L'histoire de comment un simple geste de respect a tout changé, de comment mesurer les pieds de quelqu'un fut, en vérité, reconnaître son humanité complète. Et ainsi Hélène, qui était arrivée pieds nus et sans rien par un après-midi chaud de mars, laissa une marque permanente. Pas parce qu'elle avait épousé un homme aisé,
mais parce qu'elle avait vécu avec dignité, aimé avec courage, et enseigné à tous autour d'elle que chaque personne, peu importe combien brisée ou perdue, mérite d'être vue, mérite d'être honorée, mérite d'avoir ses pieds mesurés et des chaussures faites sur mesure, parce que tous, absolument tous, méritent de marcher dans la vie avec dignité.